Donc effectivement, ma présentation, elle va s'attacher à présenter l'outil qu'on a mis en place sur le bassin. Et donc, elle sera structurée en trois parties. Une première partie, c'est redonner un petit peu le contexte, c'est-à-dire vous présenter rapidement le bassin et les enjeux de la gestion de l'eau, de la Durance. Le deuxième sera un focus sur l'outil, alors sans rentrer dans les détails techniques, plus sur la philosophie de l'outil et pourquoi on l'a mis en place. Et puis une troisième partie, ce sera plutôt sur les aspects d'irrigation, comment ça permet d'aborder le sujet et d'objectiver finalement ce volet irrigation sur la Durance. Le bassin de la Durance, si on devait retenir trois caractéristiques, c'est la première, c'est sa taille. C'est un grand bassin versant, 14 000 km². Donc c'est à peu près la moitié de la région PACA. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un bassin versant qui historiquement était très aménagé, hein, avec des canaux qui datent certains du XIIe siècle, les premiers canaux. Et puis plus récemment, dans les années 60, il y a eu des grands aménagements après la Seconde Guerre mondiale, avec la construction notamment des barrages de Serre-Ponçon et des retenues du Verdon. Et puis un canal que je présenterai qui a permis de sécuriser finalement, à partir de ces retenues, une grande partie du territoire provençal. Et puis la troisième caractéristique, c'est le contexte méditerranéen, avec ce qu'a présenté Gilles en introduction, un secteur de la planète qui sera fortement impacté par le changement climatique, et donc un vrai enjeu à pouvoir d'ores et déjà évaluer les impacts du changement climatique et puis essayer de s'adapter au mieux dès aujourd'hui. Sur le bassin, la moitié de l'eau générée par le bassin versant, en fait, elle est produite par la fonte des neiges. Donc, c'est finalement le plus grand réservoir qu'on a, c'est ce stock de neige et qui malheureusement, avec le changement climatique, va se réduire d'année en année. Et donc, un enjeu à pouvoir maintenir une gestion multi-usage malgré une fonte des neiges qui va être modifiée. Le deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement ces grands aménagements, avec notamment le barrage de Serre-Ponçon, que je présente dans la photo. Donc, c'est plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau stockée. C'était longtemps le plus grand barrage artificiel d'Europe. Et il y a un usage qui s'est greffé sur ce barrage, et sur les retenues du Verdon, c'est la même chose, c'est l'usage touristique qui en fait aujourd'hui représente une part importante du chiffre d'affaires du département des Hautes-Alpes. C'est 40% du chiffre d'affaires. Et donc c'est un enjeu qui est apparu plus récemment, mais qui aujourd'hui est vraiment impactant. On l'a vu cet été avec la sécheresse, vous avez dû voir des articles sur le sujet. L'autre usage pour lequel a été conçu Serre-Ponçon, l'usage pour lequel a été conçu Serre-Ponçon à la base, c'était pas le tourisme, c'était la production d'hydroélectricité et l'irrigation. Et donc dans cette logique-là, il y a à partir du barrage, il y a un grand canal qui a été construit et qui permet de dériver l'eau de la Durance depuis le barrage de Serre-Ponçon jusqu'au niveau de la mer. Et donc aujourd'hui, c'est ce canal avec des successions de turbines qui permet de produire une part importante d'électricité. Et ce qu'il faut retenir, et ce qui est très caractéristique de la Durance, c'est que 95% de l'eau aujourd'hui elle est dans le canal. Donc finalement, on a mis la Durance dans le canal. On laisse dans la Durance le débit pour les milieux. Et c'est tout. Donc la production énergétique, ça c'est un enjeu majeur du bassin versant. On a l'ensemble des centrales, disons, qui peuvent être mobilisées. Ça représente 2 tranches nucléaires qui sont mobilisables en 10 minutes. Voilà, donc, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, vous imaginez l'importance de cet aménagement pour EDF. Ça représente à peu près 15% de l'énergie hydroélectrique nationale en pointe. La Durance, c'est également une alimentation en eau potable de 3 millions de personnes, avec notamment la métropole Aix-Marseille. On va jusqu'à Toulon, même dans les zones maritimes, apporter d'eau de la Durance à travers le canal de Provence et le canal de Marseille notamment. C'est plus de la moitié de la région PACA et notamment des touristes qui viennent en été qui sont alimentés par l'eau de la Durance. Donc, avec des grands transferts d'eau aussi en dehors du territoire. Et puis l'irrigation, on a parlé, sur la Durance, ce n'est pas 10% des prélèvements, c'est à peu près entre 80 et 90%, avec près d'un milliard, un peu plus, enfin entre 1 et 1,5 milliard de mètres cubes prélevés chaque année.
pour irriguer 80 000 hectares. Et donc, il y a une grande partie de l'eau qui sort du bassin versant. À peu près de la moitié de ce volume, en fait, il va alimenter des zones qui sont en dehors du bassin hydrographique. Juste en insistant là-dessus 2 minutes, les 90%, c'est en moyenne annuelle. Tout à l'heure, on disait que c'était à l'échelle nationale 10%, mais 50% l'été. Mais là, dans le contexte méditerranéen et sur le bassin de la Durance, là, on explose le compteur. En moyenne annuelle, mais après, je pense que l'été, c'est à peu près la même chose, parce qu'on a on a des usages, que ce soit l'eau potable, qui aussi, eux, vont augmenter en été. Donc, je pense que le ratio doit se maintenir à peu près. Et puis on comprend quand même une caractéristique originale, c'est que l'eau est exportée hors du bassin versant de la Durance vers d'autres zones agricoles. Ce qui, j'imagine, là aussi pose quelques questions de répartition de l'eau entre différents usages, mais justement, ça va être l'objet de votre intervention. Tout à fait. Et une autre caractéristique, c'est qu'on a une nappe alluviale qui est importante, qui est une ressource stratégique pour le futur aussi, et qui est alimentée à moitié par les pratiques d'irrigation. On a des pratiques d'irrigation encore en grande partie avec des réseaux gravitaires et de l'irrigation gravitaire, et donc avec des retours au milieu qui sont très importants, et vraiment une forte interaction entre l'irrigation et les milieux, que ce soit la nappe ou la rivière qui est alimentée également par la nappe. Voilà, et donc ça c'est pour représenter le contexte donc un peu la complexité de la gestion multi-usage de l'eau du bassin, et ce pourquoi finalement on a décidé de mettre en place cet outil C3PO. C'était pour essayer d'apporter une vision partagée de ce parcours de l'eau, de manière à pouvoir mettre en débat le partage de l'eau, faire le constat de comment ça se passe aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément déjà évident, et puis surtout se projeter dans le futur et mettre en débat ce partage de l'eau avec tous les acteurs concernés du bassin versant. Donc comment on s'y est pris, c'est comme tout modèle, hein, on part d'une réalité qui est complexe et puis on essaie de la simplifier. Donc avec une sectorisation, donc simplification du bassin, donc avec des secteurs de nappe qui sont délimités, la rivière, donc le réseau hydrographique qui est représenté, donc avec la rivière, quelques affluents. Et puis après, on a les usages qui sont représentés, donc vous voyez sur le schéma à côté, donc avec des objets ou des éléments qui vont représenter les besoins en eau d'irrigation, donc des parcelles, qui vont être connectés soit au canal EDF, soit à la Durance, des usages pour l'alimentation en eau potable, et puis l'usage industriel qui est représenté aussi. Et puis on va pouvoir aussi également représenter les infrastructures qui permettent de transférer l'eau ou de la stocker, donc que ce soit les retenues ou les canaux. Et par contre, une partie seulement de l'eau qui est prélevée pour ces usages est utilisée. Donc, il y a aussi les retours au milieu que je mentionnais qui sont importants, que ce soit de l'eau potable via les steppes ou de l'irrigation par le fait que toute l'eau n'est pas consommée. Et donc, ces flux vont être aussi représentés à travers des flèches. Et pour chacune des flèches que j'ai représentées là, en fait, on va avoir un flux, une série temporelle, disons, et on va pouvoir suivre les évolutions de ces flux dans le temps à l'intérieur d'une année et puis aussi d'une année sur l'autre. Pascal, on comprend qu'au-delà du petit schéma que vous nous présentez, c'est une véritable maquette numérique de l'ensemble du bassin et des flux qui a été réalisée. Tout à fait. Je ne rentre pas dans le détail parce que si je vous montre le modèle complet, ce sera un peu touffu, mais c'était donner l'idée de la manière dont on a conçu l'outil. Et puis, l'une image que j'aime bien utiliser pour expliquer la philosophie de l'outil, c'est cette image où on voit donc des acteurs, des personnes qui discutent autour d'une maquette. Là, c'est une maquette physique, la nôtre, c'est une maquette numérique. Là, c'est le port de la Cotinière, donc c'est au laboratoire d'hydraulique à Grenoble. Et on imagine qu'il peut y avoir des scientifiques, qu'il peut y avoir des décideurs, donc probablement des élus, des financeurs. Il peut y avoir probablement des usagers, des pêcheurs du port qui sont là à discuter autour d'un objet qui finalement concrétise un aménagement futur et qui leur permet d'en débattre et puis de décider ensemble finalement quelle est la meilleure solution pour leur port. Cette gestion collaborative grâce à l'apport du numérique, on en reparlera cet après-midi aussi dans la table ronde. On va peut-être faire maintenant un zoom sur l'agriculture et l'emploi de C3PO pour l'agriculture et l'irrigation en particulier. Tout à fait.
Donc, juste pour dire que ces 3 PO, c'est vraiment cette idée d'une maquette, un objet concret qui permet de toucher la gestion de l'eau aujourd'hui et puis celle de demain à travers un outil. Voilà, et cet outil qui est mis en fait au service des acteurs du territoire pour mettre en débat le partage de l'eau. Alors, l'outil sur la partie irrigation, il y a une donnée essentielle, Gilles en parlait, en début aussi, c'est les surfaces irriguées, avec les difficultés qu'on a d'exploiter le recensement agricole. L'année dernière, c'est un projet qui se termine tout juste. On a eu la chance de travailler avec le CES Bio et Tétis et les chambres d'agriculture sur finalement l'apport de la télédétection pour faire cette cartographie des surfaces irriguées. C'est tout à fait en lien avec la présentation précédente. Et donc, on a aujourd'hui la capacité on a pu montrer que ça fonctionne bien, la capacité de générer nos propres cartes à l'échelle de ce grand bassin. Alors que ce soit sur l'occupation du sol, comme vous voyez ici, donc en vert, c'est des prairies, en violet, c'est des vergers, en bleu clair, du maraîchage. Les points, c'est des points qu'on a fait des relevés terrain. Et puis, la cartographie, c'est finalement le résultat une fois qu'on a donné ces points à un algorithme, il nous permet de caractériser l'occupation du sol de toutes les parcelles sur notre territoire. Donc là, on comprend que ces données satellitaires, c'est des données d'entrée dans le modèle ou c'est des données de sortie que vous avez vérifiées a posteriori? C'est des données d'entrée qui nous permettent d'estimer le besoin de l'irrigation. De la même manière, on peut détecter les cultures qui sont irriguées de celles qui ne sont pas. Donc en rouge, les parcelles non irriguées, en bleu, les parcelles irriguées, à partir des méthodes qui ont été présentées dans la présentation précédente. Et ça nous permet du coup d'avoir une estimation des surfaces irriguées actualisées et spatialisées à l'échelle du bassin. Cette donnée d'entrée, donc, on l'utilise pour estimer le besoin en eau des plantes, qui va être une donnée d'entrée donc essentielle pour le modèle. On caractérise les modes d'irrigation, donc avec différents modes, avec une importance relative du retour au milieu, le gravitaire, l'aspersion, le goutte à goutte. Et puis, on va aussi regarder, cet usage d'irrigation, il va être regardé avec l'ensemble des autres interactions pour notamment pouvoir modéliser ce qui se passe sur la nappe, avec des apports qui vont provenir des canaux d'irrigation, des interactions qu'il peut y avoir avec la rivière dans un sens et dans l'autre, des usages comme l'eau potable qui interviennent également, ou comme l'évaporation de plans d'eau. Voilà. Et les scénarios, finalement, quelques typologies de scénarios pour terminer, qu'on est amené à évaluer. Je n'ai pas le temps de vous présenter les résultats, mais ouais, des grands types de scénarios. Chez nous, la question qui se pose beaucoup de la modernisation des canaux, avec, comme je disais, des canons gravitaires qui, petit à petit, sont mis sous pression, et donc des aménités ou des apports à la nappe qui sont réduits. Donc, quels sont ces impacts sur la nappe de la Durance? C'est une question qu'on peut poser à l'outil et auquel il nous permet de répondre. Également, les évolutions des pratiques agricoles, on l'évoquait, si on change les modes de culture, si on change les modes d'irrigation, il y aura un impact aussi sur la nappe, sur la rivière. Donc, l'outil nous permet de poser des chiffres, de caractériser ces effets. Et puis, évidemment, le changement climatique avec l'augmentation des températures, l'évolution des précipitations. Donc, quel impact sur le besoin en eau des plantes à l'échelle du bassin versant. Et puis, éventuellement, quelle possibilité de gestion intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines, considérant qu'on a une nappe qui a un stockage important et qui nous permettrait éventuellement de venir détendre le système en été, sachant qu'elle se remplit ensuite assez rapidement aussi lorsqu'il y a une crue du fait de ses caractéristiques de nappe alluviale. Voilà, donc ça, c'est quelques typologies de scénarios qu'on peut évaluer sur le sujet de l'irrigation. Et puis, voilà, j'en terminerai là et finalement, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors moi, j'en ai déjà plein. Cet outil est opérationnel depuis quand et est-ce qu'il a été déployé concrètement avec des scénarios qui sont allés jusqu'au bout, avec des parties prenantes agricoles? Alors, il est opérationnel depuis, on va dire, un peu moins d'une année, avec un calage qui a été achevé et donc on peut maintenant envisager de faire des scénarios. Il y a des scénarios, disons, des scénarios un peu fictifs qui ont été présentés pour illustrer les potentialités de l'outil. Et le travail qui est à venir maintenant, c'est de travailler avec les acteurs pour qu'eux-mêmes définissent les scénarios qu'ils souhaitent évaluer, et avec des allers-retours entre l'outil et les instances de débat.
Donc, il a été présenté effectivement aux acteurs agricoles, que ce soit les gestionnaires de canaux ou les chambres d'agriculture qui sont partie prenante en partie par rapport aux données d'entrée. Et ouais, il y a un travail de concertation, disons, important qui a été fait aussi en amont. Quel accueil? Alors, bah, c'est certaines craintes qu'on essaye de soulever parce que c'est un outil d'aide à la décision, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il y a dans l'outil d'aide à la décision, il y a décision. Donc, une crainte de certains acteurs qu'on puisse aller évaluer des modifications de droits d'autres, choses comme ça. Donc, nous, on les rassure. Et puis, disons que notre positionnement, c'est de dire que c'est les acteurs eux-mêmes qui vont définir les scénarios qu'ils souhaitent évaluer. L'outil va être au service des acteurs. Ce n'est pas nous qui allons décider les scénarios et évaluer. On reviendra sur la question de comment on organise la gouvernance autour de la mobilisation de ces outils. Une autre dernière question de ma part avant de prendre des questions du public. Est-ce que dans les scénarios que vous déployez, on arrive à aller jusqu'à une échelle parcellaire? C'est-à-dire qu'on sait, voilà, en fonction de où est-ce que je positionne telle culture dans le bassin versant, il y a une évolution plus ou moins forte de la tension sur la ressource, ou est-ce qu'on est à une échelle plus macroscopique et grosse masse? Là, on est clairement à une échelle macroscopique. Pour donner un ordre d'idée, les périmètres d'irrigation, c'est une agglomération de quelques centaines à quelques milliers d'hectares pour un point modélisé dans le modèle. Et puis, on est au pas de temps mensuel aussi, voilà, qui permet de représenter la variabilité annuelle, mais sans aller dans un détail, dans une précision très, très fine. Ouais. Donc c'est vraiment un outil qui est pensé pour avoir la vision globale intégrée à l'échelle du bassin, pas pour aller sur des questions locales. Et je parle sous votre contrôle, mais il est bien conçu pour pouvoir permettre justement des prévisions en vue du réchauffement climatique, intégrant l'évolution des parcelles irriguées, des quantités nécessaires, des modèles ou des modes plutôt d'irrigation goutte à goutte versus irrigation gravitaire qui est jusqu'alors majoritaire dans le bassin versant de la Durance. Tout à fait, c'est exactement pour ça qu'on l'a conçu aussi. Et disons que l'outil va permettre d'évaluer des évolutions massives et donc d'avoir des réponses du système sur des évolutions importantes, mais pas aller sur des choses qui seraient à la marge ou locales, disons. C'est vraiment ça l'idée. Donc sur les modes d'irrigation, sur l'impact du climat, sur la demande, comme je disais, sur l'hydrologie de manière générale, on va intégrer les données du projet Explore 2, donc qui vient actualiser le Explore 2070. Ce sont les dernières projections dont on va disposer de la part des scientifiques. C'est un outil qui permet d'agréger toute cette matière et de la mettre en cohérence et de faire finalement émerger des indicateurs. D'en faire un vrai outil de la décision, vous l'avez dit. Pourquoi avoir créé un nouveau modèle? D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que vous ayez créé réellement un nouveau modèle. Vous avez utilisé le modèle WIP, si je ne dis pas de bêtises, et que vous avez appliqué à votre situation. Pourquoi ne pas avoir utilisé, on nous parle d'un autre modèle existant, le modèle Maelia, par exemple. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais en tout cas, vous avez développé un nouveau modèle ou utilisé un modèle existant appliqué à votre situation à vous? Alors, le modèle, on l'a développé. Par contre, l'outil, on s'est appuyé sur un outil existant, effectivement, WIP, qui est un logiciel qui est utilisé dans près de 200 pays au monde. Alors, surtout dans les pays du Sud, parce qu'il y a des conditions tarifaires qui sont intéressantes. Et puis, et surtout, l'intérêt, c'est qu'il est complètement générique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter n'importe quel hydrosystème avec ses spécificités, que ce soit réglementaires, hydrologiques, géographiques, etc. On va pouvoir le représenter vraiment de manière spécifique. Donc, nous, on avait fait un peu un benchmark des outils existants. Alors, c'était plutôt l'équivalent, c'était un Mike Bassins, qui est commercial et beaucoup plus cher, ou un Aquatool des Espagnols qui ferait à peu près la même chose, mais qui est aussi beaucoup plus cher. Donc, on avait fait un peu ce tour de table avant de se décider pour WIP. L'autre modèle que vous mentionnez, je ne le connais pas. Donc la personne qui a posé la question se rapprochera peut-être de vous pour vous en parler. Oui. Dernière question, vous avez cité comme données d'entrée des cartes d'occupation des sols, la détection des surfaces irriguées. Est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour ces données-là annuellement, ou est-ce que maintenant que le modèle est calé, ça déroule? Et est-ce qu'il y a d'autres besoins de données terrain pour calibrer ou actualiser le calibrage de ce modèle? Alors sur l'actualisation des surfaces irriguées, on y réfléchit. Là, on voit qu'on a une méthode qui nous permettrait d'avoir une carte annuelle. Donc, ce qu'on se dit, c'est que pendant quelques années, on va probablement faire une carte annuelle parce qu'il y a des variabilités d'une année à l'autre. On a fait 2020, 2021, 2022. 2022, c'est très particulier et on voit que c'est différent chaque année.
on va le maintenir. Après, on se dit que on aura peut-être que d'ici quelques années, on en fera une tous les 3 ou 5 ans et ça sera suffisant. Et ce sera toujours beaucoup mieux que le RGA tous les 10 ans. Et sur la deuxième question, on utilise toutes les données terrain qui existent pour caler le modèle, donc notamment les données d'hydrométrie, donc les mesures de débit à différents points du bassin versant pour caler le modèle. On utilise aussi la piézométrie pour caler le modèle sur le volet nappe. Et puis, on utilise d'autres données comme la démographie pour estimer les besoins en eau pour l'eau potable. Donc, toutes les données qu'on peut avoir, en fait, on les utilise, on les valorise d'une certaine manière dans l'outil. Parfait, merci beaucoup Pascal. Je rappelle que vous êtes chef du service ressources en eau à la ou plutôt OSMAVD, syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Et on retient que voilà, vous avez développé un outil, reste avec les acteurs à trouver les bons moyens pour le mettre au service du territoire. Merci beaucoup pour votre intervention à distance. Et puis nous, on poursuit avec la suite. On vous applaudit quand même pour cet exposé limpide.